Le film que vous allez voir, Le Jardin en mouvement, a été fait par Olivier Comte, qui a fait une formation courte à l'école de Versailles, qu'on appelle un CESP. Bon. Et il était déjà un cinéaste. Il voulait devenir paysagiste, mais en fait, finalement, il n'a jamais fait ça. Et puis là, en sortant, il a décidé, à partir du travail qu'il connaissait de certains paysagistes, de faire un film sur mon travail, sur le feu. Là, vous ne verrez pas ça. C'est quelque chose qui, dans mon histoire de paysagiste, était suite à un voyage dans le monde et une commande du Conservatoire du Littoral pour faire un jardin dans le Midi, qui s'appelle le domaine du Rayol, une proposition qui consistait à dire le feu est un outil du jardin pour le jardinier, dans le cadre du jardin planétaire, dans l'esprit de ça, c'est-à-dire qu'il lève la dormance des graines, des plantes qui ne peuvent pas survivre si elles ne sont pas justement passées par le coup de feu. Ça concerne surtout les pays de climat méditerranéen dans le monde. Ça a été quelque chose de très mal accepté au début, maintenant on en parle vraiment. Lui, ça l'avait intéressé, il a dit je vais faire un film là-dessus. Il fallait qu'il aille pour ça dans toutes les régions où il y a des incendies réguliers à la fin de l'été, qui sont des régions de climat méditerranéen dans le monde, en Australie, au Chili central, en Afrique du Sud, en Californie, etc. Et il n'y avait pas le financement pour ça. Alors il a arrêté ce projet-là et en a fait un autre. Et c'est celui que vous allez voir, qui porte plus sur la manière de gérer, d'entretenir, de faire se développer les plantes, parfois les animaux, on ne sait pas comment ils se cachent, eux, dans un espace qu'on appelle un jardin, même s'il n'est pas complètement conforme à la définition, qui est l'enclos. Ça démarre de mon propre jardin, qui n'a pas de clôture, mais c'est quand même limité. Et ça se rapporte à la nécessité de suivre la dynamique du monde vivant, qu'il soit animal ou végétal, mais enfin c'est surtout végétal, y compris cette dynamique qui est celle du déplacement des espèces sur le terrain. Et là, pour le coup, la question de la forme est une question cruciale, puisque nous, concepteurs paysagistes, soi-disant architectes paysagistes, ça j'y crois pas trop, sommes censés faire un dessin qui va être appliqué sur le terrain. Et bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe, parce que le dessin, on ne peut pas le faire en amont sur une table, on le fait en réalité directement sur le terrain. C'est le jardinier qui est le dessinateur. Et ça se passe à partir de ce qu'il observe, de ce qu'il voit. Voilà, c'est un peu l'objet central de ce film, fait par Olivier Comte. Je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié. Donc oui, l'autre chose, c'est que c'est vous qui poserez des questions tout à l'heure, celles qui vous viennent à l'esprit, et moi je répondrai volontiers. Voilà. Alors, je vous fais un dessin. Comme ça. Ah oui, il faut les secouer avant, hein, c'est ça. La vie invente. Ah oui. C'est beau ça. Voilà, vous avez à peu près, c'est pas des beaux dessins, Vincent nous manque, à peu près 40 ou 50 ans entre ces deux figures. Dans les années 1960, ça c'est plutôt les années qui correspondent à une observation dans un paysage comme la Creuse, mais ça avait commencé avant. Partout là où il y a un relief,
il y avait de toute façon un usage de l'espace avec des haies, parfois des haies beaucoup plus petites, c'était toujours très bocagé, avec des arbres isolés, quelquefois des très grands arbres, dans les Limousin, des grands chênes, avec des bocteaux, voilà, mais tout était utilisé d'une manière ou d'une autre, de façon agricole, avec une mode plutôt artisanale, y compris dans les endroits très très en pente, et moi j'ai connu ça le long de la Creuse, quelques arbres en ripisylve, mais très très peu, tout paysage ouvert partout, parce que ici, dans les pentes, on venait de toutes les façons s'occuper de ça. C'est-à-dire qu'on y venait avec des vaches, il y avait des vaches en Dahu, hein, sans problème, des chèvres, des moutons, etc. J'y suis allé moi-même, avec les fermiers d'à côté. Bon, donc, voilà. Puis, on met 40 ans, mettons de 2000 si vous voulez, mais ça a commencé même avant. Tout a été abandonné en ce qui concerne les espaces incommodes. Et vous avez d'ailleurs aujourd'hui une masse forestière spontanée, hein, qui est bien supérieure, si vous regardez les cartes, vous prenez Google Maps maintenant, et une carte de cette époque forestière, j'en ai un atlas forestier à peu près du début du XXe, c'est absolument pas comparable, il y avait beaucoup moins d'arbres. Hein. Donc la masse forestière a augmenté, mais elle est hétérogène, elle n'est pas exploitée, très peu. Et ici, il n'y a plus rien, tout est ouvert. Complètement, c'est le remembrement, c'est la culture, l'agriculture et l'élevage aussi industriel. Ça s'appelle l'inversion du paysage. C'est ce que moi j'appelle l'inversion du paysage. La première analyse que j'ai faite avec ça, avec des étudiants, c'était en 1985. Aujourd'hui, ça continue, ça augmente. Même encore maintenant, on fait des remembrements complètement inutiles, hein, dans certains endroits. Bon, dans d'autres, on a dit non, on a fait trop de bêtises, on replante des haies. Mais de toute façon, l'origine est la suivante. C'est qu'on arrive avec des machines et bien sûr de la chimie qui donnent des résultats fantastiques, extrêmement spectaculaires pour des gens qui étaient dans l'agriculture héroïque, qui travaillaient assez durement, hein, et toute la journée. Eh bien, ça change parce qu'ils obtiennent des résultats en rendement et en efficacité ou à l'heure, disons, fantastique, oui. Mais on ne savait pas qu'on faisait des énormes bêtises dans le même temps. C'est-à-dire en stérilisant les sols, en les polluant surtout. Donc on a aujourd'hui compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, sauf qu'on ne prend pas la mesure d'inverser, en se servant de tas d'arguments qui sont complètement bidons. Parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir la même production avec justement la qualité dans la production, sans détruire les sols et sans détruire la diversité, avec une agriculture un élevage aussi, ou même une exploitation forestière, qui embauche, qui crée des emplois, alors qu'aujourd'hui, vous avez presque plus personne dans les surfaces d'exploitation, ce sont les machines qui le font. Donc ça, c'est pour répondre à votre question de l'abandon. L'abandon n'a pas été voulu, il a été mécaniquement créé par la facilité de l'exploitation sur les terrains et l'abandon systématique de l'autre. Je pense que l'abandon n'est pas uniquement une volonté de détruire. Mais ce n'est pas de la destruction, ça. Non. La forêt, ce n'est pas une destruction. Hein. Non, la forêt, elle résulte de l'abandon des terrains. Oui. Mais la population ne veut plus travailler sur ces terrains. La population ne peut plus accepter les conditions de travail. La population veut un iPhone et une voiture. Et ce type de travail ne génère pas ça. Donc, ne jouons pas il y a une méchante décision. Non, là vous êtes à côté. Non, pas du tout. La population a besoin de l'iPhone. Il y a une technologie qui est tout à fait compatible avec une gestion écologique. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut séparer. Et je n'ai jamais dit ça. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous pouvez le voir dans certains endroits avec des gens qui ont leur iPhone, qui décident de s'installer en bio sur des surfaces agricoles et à qui on met les bâtons dans les roues de façon systématique. C'est très dur pour eux, oui, parce que la SAFER va préempter pour le donner aux gros qui vont grossir. Vous le connaissez, le mécanisme. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse dire, il faut un minimum. Ils ont fixé les normes. Hein. Voilà, chez nous, c'est 200 hectares minimum, sinon il n'y aura pas comment on appelle ça,
Des subventions. Bon. Alors, c'est complètement dingue. On peut vivre avec 10 hectares et ça dépend ce qu'on fait. Donc, tout ça, ce sont des règles vues par des technocrates de la PAC et qui en plus, enfin, je ne sais pas, vous êtes peut-être un exploitant agricole qui avait encore gardé votre cerveau, je l'espère pour vous, mais qui ont décérébré ceux qui s'en exploitent, ceux qui exploitent leur terrain. Parce qu'ils n'ont plus le droit de penser. Ils n'ont plus le droit de dire, c'est là, moi je veux faire ça. Non, 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 vous devez faire ce qu'on vous dit de faire, sinon vous n'aurez pas les subventions. Et de toute façon, il faut que vous remboursiez les emprunts. On les a endettés énormément pour ça. Ça coûte très, très, très cher, les tracteurs qui font la largeur de la pièce, et j'exagère, mais pas beaucoup, les énormes hangars et la somme de produits qui tuent. Non, mais attendez, on sait bien comment ça fonctionne. Donc, de toute façon, on voit bien quels sont les intérêts qui sont servis. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Il y aurait au contraire à développer une technologie intelligente pour aller dans une direction qui est une gestion écologique. Moi, je suis d'accord pour utiliser des drones et des iPhones, mais intelligemment, sans détruire. Une autre? C'est bon? D'accord, comme ça. D'accord. Non, je voulais revenir sur la gestion des jardins vagabonds, enfin, jardins en mouvement. J'ai visité le jardin vagabond d'Aix-les-Bains et j'ai vu qu'il y avait quand même une belle présence des renouées du Japon. Et je me demande comment vous vous situez par rapport à ces grandes invasives. Est-ce qu'on peut aussi les respecter, les laisser un petit peu faire ce qu'elles veulent, ou bien comment les gérer avec ces invasives-là? Je regarde Francis, parce que il en parlera aussi demain. Mais je peux vous donner une réponse si vous voulez. La renouée du Japon, Rhinotria, donc, s'appelait Polygonum avant. Bon. La renouée est assez ennuyeuse parce qu'on n'a pas trouvé pour l'instant les régulateurs de sa croissance. C'est pas le cas avec d'autres espèces qui sont arrivées et qui aujourd'hui sont à peu près dans une certaine stabilité, voilà. Et alors on donne avec Brigitte Lapouche de Jean, dans un petit livre qui s'appelle Combative, ou attendez, comment ça s'appelle, ou simple, je sais plus. Non, pas invasive, justement, on n'a pas voulu utiliser le mot. Envahissante ou simplement combative. Et là, on dit que dans un espace qui est celui dont on a à peu près la maîtrise, parce que c'est un jardin et qu'il est assez petit, on peut intervenir. Et on donne des recettes purement physiques, manuelles, il n'y a pas de chimie. Voilà. Mais même manuellement, on peut arriver à faire des bêtises et multiplier au lieu de supprimer, parce que c'est une plante qui a tendance avec un petit bout, vous laissez un petit bout juste au long de la racine, là, et bien ça repart, quoi. Donc il faut être très très attentif. Moi j'en ai eu et je suis venu à bout. Bon, au jardin vagabond, ils sont partis sur l'idée que peut-être on pouvait les garder. Mais il y a 30 ans que je n'y suis pas allé. Hein. S'ils m'avaient fait venir tout au début, j'ai rien fait là, hein. C'est eux qui en ont fait. Et évidemment, bon, la renouée, elle est partout aujourd'hui. Mais le jour où on aura trouvé son économie, là je reviens à la rentabilité de l'exploitation du territoire, il paraît que ça nourrit bien les moutons, enfin je sais pas, on n'en parlera probablement plus, vous voyez. Quand on regarde un petit peu ce qui est autour de nous, on se dit tiens, qu'est-ce qui nous envahit? Ben, c'est le maïs ou le soja, ou des trucs comme ça. La renouée, elle est là, oui d'accord, enfin... Donc pour moi, la question des invasives, entre guillemets, puisque je vous ai dit, je ne choisis pas ce mot-là, disons des plantes combatives et qui viennent d'arriver, elle existe, elle est partout sur la planète d'ailleurs. Il y a je sais pas, très fantasmé le danger. Les disparitions qui sont dues à l'aspect compétitif des nouvelles arrivantes, et vraiment c'est tout juste si on arrive à en faire la liste, quoi. Parce qu'il y en a qui sont chassés, mais qu'on va retrouver de toute façon. La diversité ne disparaît pas pour autant complètement, sauf dans des biotopes extrêmement clos. On peut imaginer que s'il y a je sais pas, mettons un marais ou quelque chose comme ça, là oui, la Jussie par exemple, elle a pris énormément de place. Simplement, la Jussie, il semblerait que, enfin, c'est pas que mon analyse à moi, c'est qu'elle profite juste de l'eutrophisation.
de l'eau, c'est-à-dire d'une surnourriture qui vient de la façon d'exploiter le terrain. Ce qui est très intéressant et dont on ne parle pas du tout, je trouve, d'abord, ce serait la question, c'est comment on fait pour dépolluer. Et à ce moment-là, la diversité reviendrait dans le milieu aquatique, il n'y aurait plus celles qui ont besoin de tous ces... enfin, qui supportent cette overdose, et les autres, les frugales, reviendraient, ça je le pense. Mais il y a aussi, et ça arrive avec la permaculture aujourd'hui, cette grosse différence qu'il y a entre le gâchis et l'utilisation frugale, justement. Vous amenez un engrais soluble, la plante ne peut en prendre qu'un tout petit peu, au moment où on l'apporte. Surtout s'il pleut en plus, parce que... Bon. Et tout le reste, vraiment, s'en va. Et là, ça va dans les ruisseaux, dans la mer, etc. Enfin, vous savez qu'on a une eutrophisation des milieux aquatiques, même des sols, partout. Si vous êtes dans une technique qui est que la matière organique, ce qui se décompose lentement, fournit la nourriture qui est la substance minérale dissoute par l'eau pour les plantes lentement, il y a de la nourriture tout le temps, mais qui arrive petit à petit. Il n'y a pas quelque chose qui va être lessivé et emporté, perdu, en quelque sorte. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cette différence énorme qu'il y a dans la façon de gérer et d'apporter de la nourriture aux plantes dans un sol, surtout si les sols sont filtrants, c'est encore plus compliqué. Mais bon, c'est juste pourquoi, là, oui, pour dire que très souvent, il y a des plantes qui viennent, ce sont des opportunistes, hein, tous les êtres vivants, nous aussi, qui viennent parce qu'elles peuvent vivre là et d'autres qui ne peuvent plus. C'est mauvais pour elles. Donc la qualité chimique du substrat, de milieu de vie, est vraiment extrêmement importante. Et si ces plantes sont capables de vivre dans un milieu eutrophisé, on pourrait leur dire merci, parce qu'elles en exportent aussi un peu de cette matière-là. C'est comme celles qui exportent les poisons, hein, les métaux lourds et tout. Ça existe, hein. Vous savez que maintenant il y a des techniques de dépollution par ça, on les fauche. Pareil, moi j'ai pas vu, mais qu'il y a même une usine qui s'est mise à utiliser, à reprendre les minéraux qui retrouvent des plantes qu'ils ont brûlées après la fauche. Donc c'est une dépollution du sol, mais elle n'est pas... Il faut quand même... Elles sont dans les métaux sont... Enfin, les polluants sont dans les plantes. Il faut en faire quelque chose, vous voyez. Alors il y a quelqu'un qui s'est penché là-dessus. Bon. Je disais les chênes, parce que moi je trouve qu'on est... Moi, dans le Limousin, j'aime beaucoup les chênes, hein, la question n'est pas là. Mais ils sont arrivés il y a 10 000 ans, vous voyez, à l'échelle de la planète, c'est rien du tout. Et ils sont partout. On n'en parle pas parce qu'on pense que c'est endémique et tout ça. Donc pour moi, l'indigénat n'a pas de sens. Parce que c'est à quel moment on est indigène? On ne sait pas. À quel moment... Vous voyez, on ne sait pas du tout. C'est un mot que je vais enlever du vocabulaire. Je vais faire un livre là-dessus. C'est pas l'effaceur. Alors il efface les mots. Bon, il y en a un qui est dans le Garden Lab, alors on efface le mot nature. Je vous explique, parce que quand même ça peut l'air bizarre. Mais vous voyez, le mot nature, il a été créé par les Grecs anciens pour soustraire au polythéisme de l'époque, la superstition polythéiste, tout ce monde vivant non humain, plantes, animaux, etc., et le mettre en objet, disons, comme ça, d'observation scientifique. Bon, ça c'est le début des sciences naturelles, si vous voulez. Mais ça nous a mis à distance. Avant, on était un peu en état fusionnel, pratiquement, avec cette nature, sans être forcément animiste, mais enfin, on était quand même proche. Et puis, petit à petit, cette distance est augmentée, et d'autant plus que les matériaux les moyens pour observer cette diversité, la science, quoi, est devenue performante. Et on a fini par dire, on maîtrise. Et c'est ça, tout le 19e et le début du 20e, c'est finalement l'illusion de la maîtrise. Ça, c'est l'illusion de la maîtrise. C'est l'illustration même de l'illusion de la maîtrise. Et puis tout à coup arrive l'écologie qui vous dit non, ben non, tout est lié, on est tributaire de ça, on dépend de tout ça, on a besoin de tout ça. Et donc la distance n'a pas lieu, nous sommes en immersion. Pourquoi cette distance? Il n'y en a pas. Nous faisons partie de la nature. Ah, ben si c'est ça, on enlève le mot. Vous voyez? Donc c'est ce que je propose dans un livre. Je n'aurai pas que des amis là-dessus, je sais. Mais le mot ne disparaîtra pas pour autant. Mais c'est juste pour faire réfléchir sur cette
réalité qui fait que nous sommes effectivement des êtres de nature, voilà, avec notre fragilité. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Non. Oui. Bonjour. C'est où? Je vois pas. Ah, d'accord. C'est que je suis en BTS aménagement paysager et je me demandais, vous, ce que vous pensiez des filières paysages et de ce qu'ils enseignent, de la manière de créer des jardins. Non, je pense que ça a fait du progrès. Sérieusement, je ne plaisante pas. Parce qu'il y a eu une prise de conscience énorme. Et vous voyez, les étudiants que vous avez pu voir là, du lycée Jules Eiffel, ont été formés par 3 enseignants que j'appelle les 3 mousquetaires, qui eux ont travaillé depuis 2004, ils m'ont fait appel à moi à ce moment-là, et qui ont fini par obtenir à ce que ça monte au rectorat, le programme, et ça change, parce que le résultat est très intéressant. Beaucoup plus que ce que montre le film. Hein. Il n'est pas tout à fait suffisamment convaincant là-dessus. C'est réellement important et c'est très bien. Donc dans les lycées agricoles, pas tous, les formations qui sont sur le paysage et les jardins ont développé quand même certaines choses. Mais il reste un problème qui n'est pas que dans ces lycées, qui est aussi dans une école aussi importante que celle du paysage à Versailles ou à Blois ou ailleurs, le manque de formation, que moi j'appelle l'alphabet, sur le vivant. C'est-à-dire comment, on a vu, c'était aujourd'hui, les herbiers, comment on ferait un herbier aujourd'hui, quoi. Mais un nom, pourquoi ce nom, pourquoi ça? Est-ce qu'on peut nommer tout ce qu'il y a dans un écosystème? Parce qu'on sait qu'on en a besoin. Et si je parle de Thierry Jacobet qui va réguler la population du Senson de Jacob, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est lié. Et de toute façon, si on rentre par le monde des insectes, qu'on n'enseigne nulle part, eh bien on rentre dans l'écosystème tout de suite. Et on comprend. Et à ce moment-là, on peut agir. Bon, si on a compris, c'est bon, c'est déjà bien. Après, on détruit ou on ne détruit pas, ça dépend de la position. Mais au moins, on a compris. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'éléments sur cet alphabet dont je parle pour que ce soit bien compris. C'est ça qui manque. Mais le reste, oui, il y a des... Puis ça dépend où vous êtes, parce qu'il y a quand même des variations entre les formations dans les lycées. Mais bon, je souhaite que vous soyez dans un bon. Oui, j'ai une question à vous poser. Je ne vois pas où vous êtes. Ah. J'ai une question à vous poser concernant l'écosystème de Spen. Lorsque vous commencez vos réalisations, accordez-vous une grosse attention à cette manœuvre, c'est-à-dire ou attendez-vous qu'elle arrive toute seule? Et c'est quoi? L'écosystème de Spen, c'est un circuit de la nature. Vous avez la pique qui fait les grottes, le barbeau dessous, ainsi de suite. Et sur une grande surface où vous parlez de tourbière, je suis bien d'accord. À l'heure actuelle, nous avons des jardins qui sont de plus en plus petits. Les enseignants enseignent beaucoup aux petits-enfants concernant les insectes. D'ailleurs, ma petite fille m'a dit, n'écrase pas le gendarme. Alors, je lui ai dit, j'en ai jamais écrasé sur la route. Il ne s'en croit pas aujourd'hui que j'en écraserai un. Secondo, je répondrai déjà à cette première partie. Secondo, je m'aperçois qu'on de faire une prolifération de cailloux, parce que les gens ne veulent plus désherber. Je pense qu'il faut une lutte avec les ronds-points, comme on doit être les pionniers. On a des cailloux, heureusement que les gilets jaunes ne sont pas encore, ils ne sont pas scellés. Ils viennent de Chine, ils sont tout blancs, noirs, visuels, très beaux. J'en suis conscient. Alors l'enseignement qui est actuel, on est dans un monde qui ne veut peut-être pas trop travailler le végétal. Pas plus tard que cet après-midi, je me suis aperçu qu'une personne voulait désherber dans des cailloux qui étaient un peu grossiers. Ben, la foulure n'était pas loin. Hein. Vous voyez, elle a marché là, sur ces pierres, bien sûr les vignes. Alors que pensez-vous de toute cette manœuvre qui est en train d'un peu envahir les jardins actuels?
Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des cailloux, c'était pour faire un paillage aux cailloux, c'est-à-dire qui évite d'arroser. Oui, c'est un peu comme la renouée. Oui, sauf que là, ça ne se multiplie pas tout seul, le caillou. Là. Il faut... parce qu'il y a cette méthode-là hein, qui a aussi son efficacité. Alors évidemment, ça maintient une couche humide sous l'épaisseur de cailloutis, et là, vous n'avez plus du tout besoin d'apporter de l'eau. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Maintenant, ça peut être très laid hein, aussi, et vous pouvez ne pas en avoir envie. Ce n'est pas du tout une méthode généralisée. Moi, je n'ai pas beaucoup vu ça. L'écosystème dont vous parlez par ailleurs, ben oui, ça, tout est valable. Enfin, tout est à prendre, je veux dire là. C'est très rare qu'on soit dans un jardin dans une obligation absolue de détruire quelque chose. Surtout si on a maintenu une partie de l'espace qui est là en tiers-paysage, c'est-à-dire en espace où on ne fait rien et où il y a les auxiliaires du jardinier, qui sont des oiseaux, des insectes, il y a des champignons, il y a un certain nombre de choses. Donc l'api ou n'importe, tout le monde a un rôle. Si on peut avoir ça à côté, c'est vraiment un avantage énorme. On va dépenser beaucoup moins d'énergie contraire parce qu'on aura une assistance. Vous voyez, moi j'ai des cicadelles qui viennent, dont les larves, cicadelles, ça se développe dans les crachats de coucou, je ne sais pas si vous voyez, qui sont dans les aisselles des saules et des trucs comme ça. Ben ça mange les larves de pucerons, ça mange les pucerons d'ailleurs, mais bien avant qu'interviennent les coccinelles, parce que c'est beaucoup plus tôt en saison. Donc ça fait partie, moi je leur ai rien demandé, les cicadelles, elles sont là. Mais je ne veux pas toucher aux cicadelles, sous le prétexte qu'on les appelle crachats. Ça, on s'est trompé souvent dans la nomenclature. Par contre, concernant les haies, je vous rejoins, parce que j'ai appris, j'avais 50 ans, qu'il y avait un ourlet. Je croyais que l'ourlet était simplement en pantalon, mais il y a un ourlet dans une haie naturelle. Le ourlet forestier, c'est la lisière, et ça fait partie de ce qui est le milieu le plus riche. Vous avez la rencontre du milieu de l'ombre et du milieu de la lumière, et là, pratiquement, vous avez la possibilité pour les deux de se rencontrer, mais il y a aussi des espèces qui ne vivent que là. Il y a des oiseaux et la haie, surtout si elle est un peu épaisse, elle joue ce rôle-là aussi. Elle est très intéressante d'un point de vue de l'écosystème. Merci. Monsieur, il y a madame. Monsieur, il y en a une dame dans le fond. Et vous? Je reviens sur la question tout à l'heure du jeune homme avec l'aménagement paysager. Oui. Ici. D'accord. Vos jardins en mouvement sont des jardins, on va dire, de grande envergure, avec plusieurs jardiniers. Est-ce que vous avez une idée pour que ce soit adaptable des jardins plus particuliers? Est-ce que ce serait faisable ou pas? Ah, mais c'est faisable partout. Alors, chez moi, il n'y a pas plusieurs. Hein. Je suis plutôt seul. Enfin bon, quelquefois, je demande un peu d'assistance. Non, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'échelle pour ça. La philosophie, c'est on fait avec et pas contre. Toutes les dynamiques et tout ce que du monde vivant et tout ce que les plantes nous proposent. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Sur la question du génie naturel, des échanges entre les plantes, là, on est mauvais parce qu'on commence seulement à découvrir des choses par des scientifiques qui veulent bien faire des études là-dessus et qui finissent par dire oui, c'est vrai ce que vous avez observé, qu'on connaît depuis longtemps, mais dont on ne sait quand même toujours pas se servir. Hein. Mais en gros, on peut faire avec et pas contre, surtout à toute échelle, avec des outils plutôt petits. Il n'y a pas d'échelle pour ça. C'est pas du tout un problème de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y aura un moyen de le faire accepter au final par les entreprises et les partenaires? Alors, ça c'est la chose la plus difficile, c'est le changement du modèle culturel. Est-ce qu'on accepte de voir des plantes pousser spontanément, de faire du désherbage par soustraction, c'est ce que je dis quand on n'a rien mis, parce que tout est venu, c'est la nature qui donne tout, et on n'enlève que ce qui peut gêner ce qu'on veut garder. Donc là, mais tout est gratuit, sauf la main-d'œuvre pour enlever ça. Ça, il faut que les gens qui interviennent connaissent les plantes, même quand elles sont petites, au départ de leur vie. Donc ça veut dire qu'ils soient vraiment des botanistes presque. Et pour l'instant, dans les entreprises, vous n'avez pas ça. Ce sont des techniciens de surface qui arrivent avec des souffleuses et qui font du bruit, qui partent, faire propre. C'est dramatique, hein, de stupidité quand ils vont souffler dans les sous-bois, comme je l'ai vu faire, où ils enlèvent l'humus, ils assèchent tout, ils font tout mourir. Il n'y a que sur l'asphalte partant sec qu'à la rigueur, on peut dire on va prendre la souffleuse, et encore, il faut se mettre des bouchons dans les oreilles.
Bon, mais non, mais c'est possible de convaincre devant que les gens sont d'accord oui, et qui connaissent les plantes. Alors, il y a vous, monsieur, il y a... Ah bon? Parce qu'il y avait la dame dans le fond. Bon, c'est intéressant, c'est que vous extrapolez du jardin à l'agriculture, un jardin global. Si on revient sur le jardin, bon, il y a des questions. Est-ce qu'on peut appliquer ce modèle dans son jardin? Oui. Certainement. Maintenant, est-ce qu'on veut aller vers un monotype, une monoculture? Est-ce qu'il faut abandonner Vaux-le-Vicomte et les Versailles et laisser foisonner la nature? Je pense que c'est jamais bon non plus d'aller vers une monoculture et dire maintenant il faut tout laisser faire et on ne va plus travailler son jardin comme une œuvre d'art. Alors c'est tout à fait autre chose. La monoculture, je l'appliquerais à l'agriculture, au choix d'une espèce. Non, la monoculture dans le sens d'une culture. Oui. Et parce qu'il ne faut pas... oui, voilà. C'est ambigu. La monoculture, moi je ne le conseille évidemment pas. Si vous avez une maladie sur la plante, tout disparaît. On est d'accord. Alors, le sujet sur lequel vous êtes, il est celui de l'idéal du jardin produit à un moment donné. Par exemple, quand on regarde Courson, Courson, qui était un jardin classique, a été redessiné au moment de l'époque romantique. On aurait pu dire que non, on continuait à le mettre dans le style d'une époque qui était précédente, où il était construit avec le style classique, les perspectives, etc. C'est un choix qui est culturel, correspondant à une idée du meilleur. Vous voyez, le meilleur, le plus important dans l'histoire du jardin, c'est vivrier, c'est les légumes, c'est bon. Et qui c'est dans l'enclos pour protéger de la prédation, d'accord. Ça viennent s'adjoindre à tout ça des éléments importants pour faire vivre agréablement, que sont des fleurs, ça devient un décor, un milieu d'agrément. Et puis, il y a la force culturelle qui vient là-dedans, pas uniquement d'ailleurs, mais quand même ça joue beaucoup. Dans les dessins des jardins hispano-mauresques, vous avez les 4 fleuves du paradis. Donc c'est un rapport, évidemment, à la vision du monde, c'est une cosmogonie, mais en même temps, ça parle de l'eau. C'est-à-dire que ce qu'on met au milieu du jardin, c'est l'eau, parce que toutes ces cultures ont traversé des zones climatiques désertiques. C'est ça le plus urgent, le plus important. Après, avec l'époque classique, on est sur une idée de la prise de possession sur le territoire, avec une vision qui est cadrée. On est quand même la perspective qui va jusqu'à l'horizon et le pouvoir au-delà même de cet horizon. C'est très Louis XIV. Hein. On est dans un... Mais ça avait commencé évidemment avant, même ça a commencé presque au début de l'influence de la Renaissance sur les jardins français de l'époque. Bon, puis ça s'est développé comme ça. Puis après, on a changé. On dit le meilleur, c'est pas ça. C'est la nature, justement. Mais on la dramatise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le meilleur? On peut se demander ce que c'est, vous voyez. Si on dit c'est la vie à travers l'expression de la diversité, quelle est la bonne forme? Là, moi, je ne suis pas capable de le dire. Car ça dépend beaucoup de l'endroit où on est, du climat, du sol. Vous voyez. Donc il n'y a pas qu'un seul modèle. Évidemment, pour un jardin classique... Je vais vous dire qu'à mon avis, c'est beaucoup plus difficile de créer une originalité dans un jardin par la maîtrise que de le laisser foisonner. Ah, ça c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr parce que ça dépend. Là, oui, on va rentrer dans la discussion. Là, ça dépend plutôt des moyens. Et si vous avez les moyens de le maintenir dans la forme, je pense que c'est au contraire assez facile. Bon, on rentre dans ça. Voilà. Oui, allez-y. Merci. Moi, j'aime énormément votre travail et ce que vous nous avez dit justement dans le commentaire là. Quelle place accordez-vous dans vos jardins aux plantes comestibles, aux arbres fruitiers? On observe dans les milieux urbains une perte de biodiversité quand même assez énorme, et notamment par rapport aux arbres fruitiers, aux petits fruitiers. Et moi qui les côtoie, ceux qui sont dans les espaces verts, on a aussi beaucoup de semences d'hybrides F1. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Bon, là, on est encore une fois aux prises avec le marché. Oui, le F1, c'est fait pour qu'on rachète. Hein. C'est comme les histoires de ceux qui récoltent les semences et qui n'ont pas le droit de les ressemer, qui doivent reprendre. Vous connaissez. Bon, donc ça, c'est purement
une espèce de c'est criminel en fait. Hein, moi j'étais étudiant quand ils fabriquaient ça. Je n'avais pas compris du tout. C'est après, une fois sur le marché, qu'on voit comment ça se passe. La question nourricière, elle est très importante. Et vous savez peut-être, d'ailleurs, il y a, avec l'interdiction enfin la sélection des espèces, des semences homologuées, autorisées à être ressemées, il y a une disparition de semences, de variétés adaptées au sol et au climat, qui sont absolument dramatiques. Moi, j'ai connu des catalogues Villemorin et autres qui étaient épais comme des bottins. Vous aviez pour toutes les régions de France, tous les coins, tous les climats, tout. Là, et maintenant, vous avez une feuille et c'est tout. Hein. Et c'est vendu sur la totalité du territoire, comme si on avait partout le même climat, même c'est complètement absurde. Hein. Donc cette diversité, il faut essayer de la retrouver évidemment. Elle est vivrière, essentiellement. Hein. Je parle des semences vivrières. Et c'est donc le potager qui joue ici un grand rôle. Il y a le mouvement des semeurs volontaires qui a été initié à Bègle par Noël, ma mère. Je me souviens plus, j'étais là avec eux avec les semences de Cocopelli. Puis il y en a d'autres qui multiplient ces variétés, même s'ils ne sont pas dans la loi, parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre des semences qui ne sont pas homologuées. Mais là, il faut faire de la désobéissance. Hein. C'est obligé, parce que sinon, on perd. On perd ces êtres, ces semences de plantes qui ont été sélectionnées pendant des siècles parfois. C'est idiot de perdre ça. Donc je trouve que la question vivrière, elle est fondamentale, maintenant beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Elle est redevenue cruciale, c'est compliqué. Là, on fait un projet à Chenôve, près de Dijon, on va essayer de faire participer les habitants qui n'ont rien d'accord sur une production vivrière associée à l'espace du jardin. Hein. Mais ce n'est pas que là, c'est partout dans la couronne des grandes villes, quelquefois au cœur des villes. Il y avait un jardin partagé il y a 20 ans à Paris, il y en a plus que 100. Il y a un apprentissage qui se fait là-dessus. Ça a joué un rôle aussi de rencontre entre les gens, hein, c'est très fort, mais ce n'est pas que ça. C'est que c'est une manière de renouer avec un monde qu'on avait perdu par le fait que la population rurale n'existe pratiquement plus. Il y a plus que 70, je crois que c'est 80% de la population qui est dans les villes aujourd'hui en France. Donc il n'en reste pas beaucoup dans les campagnes. Les gens ne savent pas. Hein. Vous savez, ils disent, si, ça s'appelle une pomme de terre. Non, c'est le feuillage, ça. Ah oui, ah bon. Et oui, un poisson n'est pas carré ni pané, ça nage dans l'eau, etc. Il y a quand même des enfants qui découvrent des trucs comme ça. Mais pendant longtemps, ça a été interdit. Moi, je le sais parce que ma fille a été dans une école où on l'interdisait, de faire germer des graines parce que c'était dangereux, paraît-il. On ne sait pas. Hein. Donc les profs faisaient des exercices en cachant les graines derrière une fenêtre sur un balcon, là, voilà où on en était, quoi. Alors ça change un peu, ça évolue un peu. Mais mais c'était quoi votre question? Ah ben oui, non mais... Eh bien oui, alors les fruitiers, par exemple, quand j'ai fait le parc André Citroën, enfin une partie, et j'ai proposé des fruitiers à certains endroits, on m'a dit mais ça c'est interdit. Mais pourquoi? Parce que les fruits peuvent tomber sur la tête des gens. Enfin, c'était n'importe quoi, franchement. Mais je l'ai entendu, hein, c'est pas du tout des blagues. Hein. Ou alors, ils vont aller les chercher, ça va casser les branches. Vous voyez. Donc, il suffit de tenter l'expérience, puis on verra bien. Oui, c'est compliqué. Dans un espace public, c'est quelquefois pas autorisé. Pas autorisé, parce que sinon, on peut le faire. Hein. Oui. Se coucher. Je voulais juste demander, je les ai pas vus, il y a 3 jeunes étudiants de Château-Farine qui sont à la ville de Nantes, je ne les ai encore pas vus. Comme ils ont fait cette distance, est-ce que vous avez une question à poser? Ah, je ne vous ai pas vu, je tournais le dos, alors excusez-moi. Très bien, c'est ce que je voulais que vous ayez la parole. Merci. Oui, alors je crois qu'il y a des dédicaces qui seraient bienvenues aussi. Et moi, je voulais vraiment remercier Gilles, lui dire qu'on avait fait cet herbier avec le nom Toujours la vie à vente, parce que c'est enfin, je l'ai fait pour la médecine, parce que c'est des feuilles de tabac. Mais je reprends, si j'avais eu le temps, peut-être pour une autre fois, je vous aurais demandé d'imaginer cette formule. Qu'est-ce que vous dessineriez pour Toujours la vie à vente? Je vais y réfléchir.